Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 26 janvier 2023. Et pour les habitués du podcast, ceux qui le suivent depuis un certain temps, normalement, je le fais seulement mardi. En fait, j'ai un seul épisode par semaine. Et là, j'ai décidé d'essayer quelque chose. En fait, c'est que je veux faire un épisode également le jeudi. Ça ne sera pas à chaque semaine nécessairement, peut-être aux 2 semaines, peut-être une fois par mois. Mais le but du deuxième épisode, ça serait vraiment d'aller dans un angle vraiment pour l'entrepreneuriat, le monde en affaires, que ce soit un propriétaire de PME, un travailleur autonome ou quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à comment partir une compagnie, comment comprendre la comptabilité, comment ça marche les taxes, le TPS, TVQ, les acomptes provisionnels, les impôts de la business versus les impôts personnels, les états financiers annuels, etc. Donc, le but de ces épisodes-là, c'est vraiment de plonger dans ce sujet-là. Donc, c'est vraiment dédié aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes, des propriétaires de petites entreprises. Et comme je vous dis, ça peut quand même être intéressant pour quelqu'un qui est présentement employé, mais qui aurait dans l'idée de se lancer en affaires prochainement ou qui a des idées de business, mais qui n'est pas sûr de comment mettre ça en place ou par où commencer. Fait que ça va être vraiment ça le but de ces épisodes-là. Donc, ça va toujours être le jeudi. J'ai pas encore déterminé de fréquence, mais ça va être le jeudi qu'on va aborder ce sujet-là. Fait que pour le monde qui suit uniquement le podcast, pour le volet de la bourse, écoutez celui du mardi, parce que mardi, ça va être pour les marchés boursiers, les finances personnelles, et jeudi, ça va être vraiment le volet business pour les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, pour le premier épisode de cette nouvelle série-là, je vais vous donner un peu mon background parce que au-delà d'être un investisseur autonome, puis de faire du trading, puis toute la formation qui est liée à ça, à la base, j'étais un entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai eu différentes business. J'ai commencé, j'avais 22-23 ans avec un service d'esthétique automobile à domicile. J'ai eu un lave-auto, j'ai eu un centre de formation, j'ai eu des parts dans une entreprise de qualification de clients pour des services de rénovation résidentielle. J'ai fait affaire avec un paquet de monde dans différentes industries. Fait que ça m'a donné un peu une bonne picture de différentes business. Fait que, comme je vous dis, à la base, j'ai la fibre entrepreneuriale. C'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment ma passion. Et je l'ai déjà dit souvent, il y a quand même des similitudes entre l'investisseur autonome et l'entrepreneur parce que, dans le fond, quand tu es un investisseur à long terme, tu analyses des entreprises cotées en bourse, tu regardes leur état financier, tu regardes leur avantage concurrentiel, est-ce que leur modèle d'affaires est viable, puis tu sais, tout le volet de la rentabilité de la business, la marge bénéficiaire, la clientèle cible, si tu regardes ça au niveau investisseur, ben, tu vas vérifier tout ça avant de devenir actionnaire, avant d'acheter des actions, des parts, mais au même titre qu'un entrepreneur doit faire un peu ce travail-là avant de se lancer en affaires et tout au long aussi de son processus, dans le sens que même la deuxième année, c'est important de regarder ses chiffres, de savoir c'est quel produit, service qui est le plus payant, est-ce qu'on peut éliminer d'autres affaires. Tu sais, ça a tout le temps sa place parce que les chiffres parlent autant pour le gars qui est en affaires que pour l'investisseur qui veut investir dans des business évidemment qui sont cotés en bourse. Bref, moi, ça fait à peu près 2 ans qu'en plus du trading, puis des formations en ligne, puis de la gestion de mon portefeuille, j'offre également des consultations en entreprise. C'est sûr que je ne peux pas en faire 45 non plus par année, donc je vais sélectionner un peu le monde avec qui je vais entreprendre de faire une consultation. Règle générale, c'est pour une restructuration financière, une planification stratégique, optimisation des ventes, etc. Je rentre dans le business, je regarde la picture, on identifie des problématiques, des trucs qui empêchent le propriétaire de dormir la nuit, on règle ça, on regarde s'il n'y a pas qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour atteindre ses objectifs. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous parler des problématiques qui reviennent souvent
quand je fais de la consultation, puis aussi le genre d'erreur à éviter quand vous vous lancez en affaires puis que vous êtes un moment donné coincé dans les opérations. Parce que pour la majorité des propriétaires d'entreprises, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est vraiment un expert dans son domaine, s'il connaît son domaine de fond en comble, mais c'est un opérateur, dans le sens que il maîtrise bien le volet technique, c'est un expert, comme je vous dis, sauf que il manque le volet administration, toute la question de la comptabilité, puis de gérer son argent, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, la facturation, tout ce qui a rapport avec aussi les remises au gouvernement, là, c'est-à-dire les TPS TVQ, les DAS, qui est les retenues à la source quand on a des employés, les acomptes provisionnels par rapport aux impôts d'entreprise. Bref, tous ces éléments-là, c'est pas nécessairement le domaine préféré des entrepreneurs parce que souvent, tu te lances dans quelque chose qui est le moindrement ta passion, quelque chose que tu maîtrises, mais après ça vient cette charge supplémentaire-là d'administration puis de gestion de ta business. Et la première chose qui m'a surpris, c'est vraiment le manque de structure du côté des finances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire leur comptabilité un peu, exemple, sur des fichiers Excel ou qui vont juste tout envoyer leurs états bancaires, là, le compte chèque, compte épargne, puis toutes leurs factures à leur comptable à chaque fin de trimestre. Mais ce qui arrive, c'est que avant que ton comptable produise ta déclaration de TPS, TVQ, donc les taxes, ce monde-là n'a aucune idée de combien ils doivent envoyer pour les taxes. Autrement dit, il y a un montant d'argent dans leur compte de banque qui ne leur appartient pas. Parce que tu sais, le TPS, TVQ, ta charge à tes clients, tu apprends dans ton compte de banque, mais il faut que tu le renvoies au gouvernement. Et bref, ce monde-là découvre que après 3 mois, c'est ça le montant de taxes. Et là, ce qui arrive, c'est qu'en attendant d'avoir le montant exact de TPS, TVQ, ben, elle traîne dans le compte de banque, puis là, des fois, ça va arriver qu'ils vont prendre cet argent-là pour payer un fournisseur ou pour la paye d'un employé. Puis là, rendu à la fin du trimestre, ils se demandent comment ils vont faire payer leurs taxes parce que là, oups, finalement, c'est un 3, 4, 5, 10 000 $ de taxes qu'ils doivent remettre. Mais là, en attendant, ils se sont financés avec ça. Donc, c'est là que des fois, les problèmes débutent. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui revient souvent. Et comme je vous dis, ça m'a vraiment surpris parce que des fois, c'est des business avec un chiffre d'affaires qui dépasse 1 million par année, là, puis ils n'ont quand même aucun logiciel comptable à l'interne. Puis là, l'opérateur, le propriétaire de la business, il dit qu'il trouve ça stressant de ne pas trop savoir combien il doit en taxes, puis combien il va devoir en impôts à la fin de son année fiscale. Mais toutes ces inquiétudes-là, ça se règle assez facilement dans le sens que, de mon côté, j'utilise QuickBooks. Donc, QuickBooks, c'est en ligne, c'est un logiciel comptable, puis ça fait la job en masse. Avec ça, premièrement, tu peux linker tes comptes de banque avec QuickBooks. Fait que tu vas voir en temps réel combien tu as dans tes comptes. Puis tu es capable aussi de voir chacune de tes opérations, puis de dire, OK, ça c'était un paiement de facture, ça c'était une dépense, puis déjà classifier qu'est-ce qui est rentré puis qu'est-ce qui est sorti. Et à ce moment-là, ben, tu peux facturer aussi avec le logiciel. Puis quand quelqu'un te paie, ben, tu marques que la facture est payée. Comme ça, tu es capable d'avoir un suivi de tes comptes recevables. Puis tu sais, en même temps aussi, tu rentres tout ça. Fait que dans le volet taxes, ça va t'indiquer déjà combien tu dois en TPS TVQ. Fait que si c'est 3 000 $, tu le sais que dans ton compte chèque, il y a un 3 000 $ que tu n'as pas d'affaire à toucher là, parce que c'est les taxes que tu vas devoir verser à la fin du trimestre. Puis avec QuickBooks, tu as aussi la possibilité de générer des états financiers. Autrement dit, tu peux aller voir ton état des résultats. Donc ça, c'est les revenus moins dépenses. Tu vas être capable de voir ton bénéfice. Et tu sais, exemple, tu sais qu'à date, tu es rendu à 100 000 $ en bénéfice. Ben, calcule un 20% de ça, puis tu n'es pas loin de la vérité par rapport à ce que tu vas devoir payer en impôts. Donc souvent, la première étape, c'est l'implantation d'un logiciel de comptabilité. Par exemple, de mon côté, c'est QuickBooks. Et ça permet à l'opérateur, à l'entrepreneur d'avoir le juste vis-à-vis ses finances. Puis après ça, ça lui permet de prendre des meilleures décisions parce qu'il les prend en connaissance de cause.
Ça lui permet de savoir en tout temps combien il y a réellement d'argent qui lui appartient dans son compte de banque. Ça va être quoi son prochain versement trimestriel de taxes. Ça lui permet de voir les DAS s'il y a des employés. Ça permet aussi de voir la marge bénéficiaire de chacun de ses produits et services. Tu es en mesure d'indiquer telle vente de telle affaire et en dessous le coût des produits vendus. Fait que ça te permet de voir ta marge de profit que tu fais sur chacun des types de produits ou services. Fait que c'est sûr que c'est vraiment l'étape 1 parce que tu as vraiment la vraie picture de ta business. Puis tu sais, un logiciel comptable, pour moi, c'est fondamental. Sinon, il y a aussi des logiciels de gestion de projet comme Monday.com qui te permet c'est une grosse équipe qui travaille sur différents projets en même temps. Ça va aider à savoir où que telle personne est rendue, qu'est-ce qu'il reste à faire comme tâche, etc. Il y a aussi des logiciels de gestion de clients comme Pipedrive. Pipedrive, en fait, c'est un CRM, là, donc Customer Relationship Management. Et dans le fond, ça sert à classer tes listes de prospects, les dates de rendez-vous, indiquer si tel rendez-vous il a closé ou pas, les suivis, etc. Fait que tu sais, mettons Pipedrive, c'est un logiciel qui est super utile pour les business qui ont des équipes de vente, puis qui ont un paquet de rendez-vous à gérer, puis des prospects en stand-by, puis des ventes, puis après ça, des installations, etc. là. Fait que c'est sûr que QuickBook, Monday.com, Pipedrive, c'est tous des logiciels qui peuvent vraiment aider des entrepreneurs lorsqu'on implante ça dans le business. Sinon, le deuxième problème majeur des entrepreneurs qui se lancent en affaires, surtout les startups, les entreprises en démarrage, c'est la gestion du cash flow, c'est-à-dire l'argent qui rentre et qui sort du compte de banque. Honnêtement, gérer ces flux de trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre en business. Comme je vous dis, surtout pour les startups, puis pour les compagnies qui n'ont pas une tonne de liquidité. Je donne un exemple concret. Disons que tu as des fournisseurs à payer et des clients qui te doivent de l'argent. C'est quand même quelque chose qui est commun en affaires. Sauf que là, la problématique elle arrive quand tu as des clients qui te payent au bout de 30, 60, 90 jours, puis que toi, à l'inverse, dès que tu reçois une facture d'un fournisseur, tu la payes direct au complet. Et là, c'est sûr que toi, tu as l'impression d'être à ton affaire puis que c'est bien fait parce que toutes tes factures sont payées puis c'est clean. Sauf que dans les faits, ça vient créer un débalancement du côté de ton cash flow. Parce que ce qui arrive concrètement, c'est que toi, tu cours après tes clients pour qu'ils te payent, mais toi, de ton bord, tu as déjà payé tes fournisseurs au complet. Et ce qui ne marche pas là-dedans, c'est que normalement, tu es supposé prendre l'argent qui provient des ventes que tu as faites avec tes clients, puis il y a une portion de cet argent-là que tu vas payer tes fournisseurs avec. Mais là, de la manière que tu fais ça, il y a des clients qui te payent dans 2 mois, puis tu as déjà payé le fournisseur qui était lié avec cette vente-là. Fait que tu as des problèmes de cash flow. Puis là, c'est là que tu vas piger dans tes impôts, dans tes taxes, dans un paquet de places que tu n'aurais pas d'affaires. Et c'est là justement que le stress embarque. Et tu sais, encore là, ça ne veut pas dire de ne plus payer tes fournisseurs non plus. Mais il y a quand même des façons de gérer son cash flow de façon plus optimale pour éviter justement de se retrouver serré financièrement quand c'est rendu le temps de payer tes employés ou quand c'est rendu le temps de payer ton local. Il y a une manière de venir jouer avec les modalités de paiement autant du côté de tes clients que du côté de tes fournisseurs. Ensuite de ça, le dernier point qui est vraiment un problème courant avec les propriétaires de PME, c'est la gestion des employés. Il n'y a pas de meeting avec le staff, ils n'ont pas vraiment de communication. Là, souvent, c'est unidirectionnel. Voici ce que vous avez à faire, puis voici ce que je m'attends, puis ça se résume à ça. Et ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, en tant qu'employeur, ils n'ont pas le pouls de qu'est-ce qui se passe dans la tête de leurs employés. Fait qu'on dirait qu'une fois que l'embauche est faite et que la formation est finie, les propriétaires ont tendance à laisser le staff à eux-mêmes. Puis après ça, ils sont surpris quand, du jour au lendemain, il y a un employé qui s'en va ou que leur équipe a l'air super démotivée. Parce que ton but, si tu as une business, c'est vraiment de bien connaître les ambitions de tes employés, savoir qu'est-ce qu'ils pensent de leur job. C'est-tu leur job de rêve ou c'est quelque chose qu'ils font en attendant?
Ils pensent-tu retourner aux études bientôt? Ils veulent-tu moins d'heures? Ils veulent-tu plus d'heures? C'est important de savoir tout ça parce que ça te permet d'avoir la vraie picture par rapport à ton staff, puis ça te permet d'enligner leurs propres intérêts avec les intérêts de l'entreprise. Je te donne un exemple. Il y a des employés qui accordent une grosse importance à leur titre. C'est quoi le nom de leur poste? Puis également, ils veulent avoir de la reconnaissance de leur boss. Ils veulent avoir de la liberté, puis être en mesure de prendre des décisions. Puis des fois, comme je vous dis, c'est même pas une question de salaire. Tu peux bien lui donner une augmentation, mais s'il a juste l'impression d'être un pion, ben il ne sera pas motivé bien longtemps. Là. Une fois que ça va faire une couple de semaines que tu l'as augmenté d'une couple de cents ou de piastres, ça ne fera pas la différence. T'sais, il serait probablement pas mal plus content de devenir le chef d'équipe ou de devenir le directeur de X département. C'est le fait que lui, le soir, il arrive chez eux puis il est fier de dire ça à sa blonde, puis à sa famille, puis à ses amis. Il va changer son titre sur LinkedIn. Fait que pour lui, ça a encore plus de valeur que juste la question du salaire. Et ça a l'air absurde dit de même, mais c'est vrai dans le sens que en business, on deal avec des humains qui ont des sentiments, des rêves, et c'est ça les ressources humaines. Quand on parle de rétention de personnel, c'est rarement juste une question de salaire. Il y a une question de, comme je vous dis, ça ressemble à quoi son horaire, c'est quoi son rôle dans l'entreprise, c'est quoi son titre, c'est quoi ses responsabilités, est-ce qu'il y a des possibilités d'avancement, etc. Tout ça, ça vient jouer dans la tête du staff, puis ça permet que tu es capable de former une équipe qui va rester là. Puis tu sais, c'est pas juste ça parce que si maintenant tu veux créer une valeur d'entreprise, si tu veux automatiser ta business pour te sortir tranquillement pas vite des opérations au day-to-day, ben il faut que tu aies des employés qui sont capables de deliver même si tu n'es pas là. Fait que règle générale, tes employés importants, tes key men, il faut qu'il y ait des incitatifs financiers. Faut que quand tu n'es pas là, ça continue de rouler pareil. Fait que faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas juste laisser ça de même puis prier le Seigneur que ça se passe bien. Des fois, c'est une question que ton gérant de commerce, il doit avoir un avantage à pousser des ventes. Si il booste tes revenus, ben il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un incitatif financier. Même chose pour ton représentant des ventes. Lui aussi doit être payé en fonction de ses résultats. Et justement, c'est là que la question des partages de bénéfices, des bonus, puis de la rémunération à la commission, c'est là que ça peut devenir intéressant parce que, comme je vous dis, ça enligne les intérêts des vendeurs, du gérant, parce que plus ils performent, plus ils vont être payés. Puis de ton bord, ben ça va faciliter la croissance de ta business. Parce que ce qui arrive, c'est que dès que tu as plus que 2-3 employés, quand tu veux faire des changements dans ton entreprise, que tu veux booster tes revenus ou couper sur tes dépenses, il va falloir que tu le fasses conjointement avec tes employés. T'sais, les résultats de la business, ça part tout le temps d'en haut. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça part des actionnaires, des propriétaires de la business, après ça, le gérant, après ça, les employés, jusqu'au gars qui passe la mop sur le plancher. Là. Fait que par exemple, si tu veux ajuster les heures de travail du staff selon les périodes fortes ou puis les périodes plus tranquilles de ton industrie ou de ta business, ben il y a une façon de le faire. Tu peux pas juste arriver le lundi matin puis dire à ton monde « Ah, by the way, je vais vous couper toutes 5 heures de travail par semaine, mais stressez pas avec ça, là, c'est une période tranquille. » Faut que tu fasses ça d'une manière que ce soit bien communiqué, que ça soit communiqué d'avance. Faut expliquer aussi le pourquoi. Là. Tu fais-tu juste ça pour te mettre plus d'argent dans les poches ou il y a une raison stratégique? Faut que tu lui dises à peu près jusqu'à quand que ça va durer. C'est quelque chose indéterminé. C'est une question de quelques mois, quelques semaines. Puis à ce moment-là, ça va les aider à mieux comprendre la situation puis à faire le budget en conséquent. Parce que si tu ne prends pas le temps de faire ce genre de meeting-là puis de rendre ça clair, ben, dès qu'ils vont avoir l'opportunité, c'est sûr et certain qu'ils vont s'en aller travailler ailleurs parce qu'ils ont l'impression de ne pas être pris en considération. Et ça, c'est particulièrement important pour les employés de longue date. S'il y a quelqu'un que ça fait des années qui est là avec toi, qui est formé et qui est capable de former les autres, hyper important de bien communiquer avec lui puis qu'il se sente impliqué dans tes processus de décision. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, les principales problématiques que je rencontre
quand je fais des consultations en entreprise. Et comme je vous dis, c'est pas seulement les petites compagnies. J'ai vu ça avec des franchisés, avec la grosse bannière, là, des bannières connues. Le franchiseur, il fournit pas de logiciel comptable, il fournit pas d'intranet ou de système d'inventaire. Il laisse vraiment le franchisé à lui-même. Et honnêtement, les problèmes se ressemblent, peu importe votre industrie. Un moment donné, une business, c'est une business. Oui, il y a des affaires spécifiques à votre secteur d'activité. Et ça, c'est important que je le comprenne avant de me lancer là-dedans. Mais comme je vous dis, j'ai été dans des business de vente au détail, dans des compagnies dans la construction, des compagnies qui se spécialisent dans le commercial, industriel. J'ai vu un paquet d'affaires, puis moi-même, j'ai opéré dans différents milieux. Puis comme je vous dis, c'est pas que le monde ne connaisse pas leur affaire, au contraire. C'est juste que leur force, c'est vraiment dans les opérations, dans ce qu'ils font au day-to-day. Si tu es un pro de la mécanique, tu as ton propre garage, c'est parfait, tu as tout le côté technique. Sauf que gérer un garage du côté des finances, du côté fiscal, ben c'est plus que juste tes connaissances techniques du côté de la mécanique. Et au final, c'est un peu à ça que je sers, dans le sens que si tu es un pro de ton domaine, mais que l'aspect administration ou le volet comptabilité, soit ça t'intéresse pas, ou tu connais plus ou moins ça, ou tu sais pas pantoute par où commencer, ben c'est à ça que je sers, comme je vous dis. Là, le but, c'est que c'est pas que je rentre là puis que je vous montre comment vendre vos produits ou comment installer telle ou telle affaire. Moi, ma spécialité, c'est les chiffres, la structure financière d'une business. Puis je fais pas juste ça, dans le sens que je me concentre principalement là-dessus. Par contre, je maîtrise aussi tout le volet de la publicité en ligne. Facebook, Google, je l'utilise depuis des années. Le volet création de contenu sur TikTok, par exemple. Comment démarrer un podcast, comment faire connaître son podcast. Et l'autre affaire, c'est que je suis pas toute seule pour mes consultations. Premièrement, j'ai un associé. Lui, il a été franchiseur de l'année en 2012. Il y a eu plus qu'une trentaine de franchisés à travers le Québec et l'Ontario. Fait que la grosse business, il connaît ça. Et deuxièmement, j'ai d'autres partenaires que je peux vous référer aussi. Dans le sens que je ne peux pas tout faire. Moi, je ne suis pas comptable, CPA, je ne suis pas fiscaliste, je ne fais pas d'infographie pour des logos ou des promotions. Et mon but non plus, c'est pas de tout faire ça. L'objectif, c'est de vous guider dans tout ça, puis vous offrir un accompagnement personnalisé selon vos besoins. Puis après ça, je peux vous rediriger selon si vous avez besoin d'un comptable, ça va être lui. Si vous avez besoin d'infographie, si vous avez besoin d'équipement pour votre podcast, etc. J'essaie de m'entourer de monde qui se spécialise dans ces différents domaines-là pour vraiment offrir un service complet au monde qui prennent des consultations. Tout ça pour dire que ça va pas mal ressembler à ça, la thématique pour les épisodes sur l'entrepreneuriat. Le but, c'est vraiment de vous présenter des problèmes qui arrivent pour vrai, puis d'expliquer aussi les concepts de base. Je veux vraiment vous parler de comment ça marche l'incorporation, c'est quoi les avantages de ça, combien ça coûte, comment ça marche au niveau des taxes, là, comment s'inscrire, comment les charger, comment les envoyer, là, comment ça marche ClickSecure, c'est quoi ça ClickSecure, les logiciels comptables, les comptes de banque des entreprises, les holdings, ce qu'on appelle des sociétés de gestion. Je vais tout embarquer là-dedans étape par étape, mais je vais voir un peu c'est quoi le feedback par rapport à ces épisodes-là. Puis tu sais, s'il y a vraiment un intérêt, bien, la fréquence va augmenter. Sinon, ça va peut-être être une fois par mois pour les gens qui ont un intérêt pour le monde des affaires, parce que j'ai déjà un paquet de questions là-dessus, mais encore là, je ne sais pas si c'est vraiment lié directement avec l'audience du podcast. Donc, je vais regarder un peu le feedback que j'ai par rapport à ça. Et sinon, pour terminer, si ça vous intéresse, bien, je vous invite à consulter mon site web alexandredemers.com. Vous allez voir un peu, si vous allez sur le site web, vous allez voir à quoi ça ressemble mon approche, c'est quoi un peu les services que j'offre et si ça peut vous aider soit avec la structure de votre business ou la croissance de votre entreprise. Comme je vous dis, ça commence tout le temps par une évaluation gratuite. Je ne veux pas faire de la consultation pour faire de la consultation. Je suis quand même limité dans mon temps du fait que je ne fais pas seulement ça non plus, mais
c'est sûr que c'est quelque chose qui me passionne. Fait que si l'épisode a fait sonner des cloches ou si ça vous a intéressé, si vous avez été un peu rejoint par les problématiques que j'ai couvertes, ben, n'hésitez pas à m'écrire, juste question d'avoir un feedback de votre côté. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. On se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.